Donc ça s'intitule Guerre et sexe sur les terres de Victor Emmanuel II. Oui, j'ai vu que tu avais mis une petite photo d'un murage. C'est beau, Flo. C'est le pilier d'Ossini. Si, et justement, c'est Attaque, justement, où t'as le lieu où tout part, d'ailleurs. On verra, parce que ce soir, hein, comme je t'en ai fait la remarque et je t'en ai informé plus tôt, je vous emmène en Sardaigne. Puisque la majorité même pas atteinte, j'y vécu une expérience dépassant toute attente. Puisque, alors, au risque de vous décevoir, hein, vous ayant sans doute trop habitué à des descriptions au récit, promptes soit à vous exciter, soit à vous dégoûter, je pense aujourd'hui davantage vous étonner que vous transporter, davantage vous dissuader que de vous faire bander ou mouiller. L'histoire de cette région autonome étant marquée par l'apport de ses occupants successifs, je pense aux Carthaginois, aux Romains, aux Pisans, ou encore aux Aragonais, je tentais à mes 16 ans de proposer une version plus moderne de la campagne d'Italie. En voici le récit. Alors par ferry, j'accostais sur le territoire donc de Victor Emmanuel II, chargé de rejoindre les miens dans ce que certains appelaient naguère donc l'île de Lille, actuellement la région de Liastre. Je pris la direction des montagnes. Mes plans, des plus précis, me conduisirent dans le village d'Osigny. J'appris par mes lectures et mes observations que l'inondation de 1951 provoqua l'abandon du village et sa refondation 1 kilomètre plus au nord. De l'ancienne Osigny furent conservées de vieilles maisons abandonnées, ainsi que l'église, et je fus surpris par ce village fantôme suspendu et immobile. Un beau soir, sortant de mes quartiers, après avoir pris contact avec la population locale, je fis la découverte d'une certaine Chiara, que j'assimilais quelque peu à la comtesse de Castiglione. Me la jouant en Napoléon III pour l'occasion, j'établis évidemment un plan d'attaque. Je fus cependant très vite déconcerté par cette dernière. Hautaine mais fascinante de beauté, j'appris par des contacts locaux que les courbes de cette mue généraient une haine viscérale de ses émules, tant elle semblait fatalement attirer ses courtisans dont je faisais désormais partie. Rompant avec l'apparence commune des habitants de ces vallons, je pensais avoir une chance. Connaissant quelques rudiments de la langue, se calme, je parle bien entendu du dialecte, je me rapprochais. Peut-être un peu trop, le Vinsard avait sans doute eu raison de ma fraîcheur et de mon équilibre. Je décidai tout de même de lui transmettre mes coordonnées, lui indiquant par ailleurs que nos origines étaient communes. Le lendemain, aucune nouvelle. J'attendais, obnubilé par tant de beauté. Le soir même, je reçus un message. Rendez-vous était pris dans les hauteurs, dans la localité de Tac. Nous nous retrouvions pour dîner à la fameuse Scala di San Giorgio. Une ambiance lunaire, des astres luminescents, des éléments incroyablement perceptibles. Tout était réuni pour pénétrer en territoire ennemi. Le repas passé, nous rentrions. Lui proposons de poursuivre cette soirée chez moi, elle acceptait, très timidement, et j'en étais le premier étonné. Mais guidé par l'envie de déguster autre chose que des spécialités culinaires locales, je ne prêtais guère attention à cette réserve, que j'estimais assez futile. Je vous parlais plus haut de la comtesse de Castiglione. J'aurais dû être assez attentif, puisque l'analogie que j'établissais entre elle et Chiara n'était visiblement pas anodine. La comtesse n'avait-elle pas, en effet, pour premier prénom celui de Virginia? Vous l'avez? Oui, 2 fois oui, elle l'était, vierge. Et pour le coup, et de fait, l'expérience fut très sommaire. Sexe oral, j'oubliais. Fioriture paraissait proscrite. Exotisme et érotisme semblaient avoir déserté. Mais comme on le dit souvent, les choses les plus simples sont parfois les meilleures. Profitez-en, c'est bien la première fois que je dirais ça sur ces ondes. Rassurez-vous tout de même, malgré ce désenchantement préliminaire, le combat fut étonnamment plus sportif. Passé la première bataille, les suivantes furent l'occasion pour elle de faire ses armes et pour moi de travailler mon endurance. Ces jours furent autant excitants qu'harassants, mais très vite et un beau matin, c'est une toute autre bataille qui semblait se profiler. Au réveil du 4e jour, je fus réveillé en catastrophe. Un membre de ma famille vint me questionner. C'est vrai ce qu'on raconte? T'as vraiment fait ce qu'on a dit T'as vraiment fait ce qu'on a dit que tu avais fait? Eh bien, je ne comprenais pas. Mais quand le nom de Chiara fut prononcé, j'assimilais peu à peu la complexité. Ce n'était pas tant l'acte qui dérangeait que l'actrice. Sans le savoir, et histoire vraie, j'avais corrompu la fille du village ennemi, limitrophe d'Osigny, le village d'Oulassay. C'était soit le mariage, soit la guerre. Et encore une fois, c'est vrai. Mon jeune âge me conduisit naturellement à choisir la seconde option. Le jour même, nos 2 familles se rejoignirent sur la place centrale du village, à coups non pas d'armes, mais d'instruments qui auraient pu faire pâlir les plus grands fans de l'Inquisition. C'était véritablement à l'ancienne, 20 contre 20 environ de mémoire, et midi sonnait, les combats commençaient. Alors que nous prenions l'avantage, les carabiniers vinrent stomper les combats, et heureusement qu'un des membres des carabiniers était issu de notre camp. Grâce à lui, nous ne fûmes guère inquiétés. L'honneur était sauf, nous avions gagné, bien que les combats durent être stoppés. Alors de cette expérience, une fois n'est pas coutume, j'en ressortis grandi au sens propre comme au sens sexuellement figuré. Déjà, malgré mon attachement au mouvement hippie des années 60-70, il faut bien reconnaître que le slogan « Faites l'amour, pas la guerre », que l'on doit à l'essayiste américain Legman,
semble ne pas avoir eu de répercussions en Sardaigne. Ici, faire l'amour peut conduire à la guerre. Ensuite, n'aurait sans doute pas pu résider en Sardaigne. N'écrivait-il pas, en effet, dans l'Antéchrist, que prêcher la chasteté est une incitation publique à la contre-nature, et plus loin de continuer, mépriser la vie sexuelle, la souiller par la notion d'impureté, tel est le vrai péché contre l'Esprit Saint de la vie. Enfin, avec les lettres composant le mot Sardaigne, vous obtenez, en changeant le sens et en supprimant le D, le mot saignera. Si vous m'avez suivi, vous savez désormais à quel point cela peut avoir du sens, aussi sexuellement que conflictuellement. Et Flo, je te laisse poursuivre. Alors c'est une très très belle histoire, nous ne saurions compléter ce récit chevaleresque de précision sur plusieurs références même que tu utilises ici. Alors non pas sexuellement, ça je laisse ton expertise, mais historique. De fil en aiguille, ainsi je vais vous faire le même chemin que celui que tu fis après cette aventure sarde pour fuir l'après-combat, c'est-à-dire rentrer à Paris, tout en vous parlant des 4 pères de la patrie italienne et de la création de celle-ci, telle que nous connaissons aujourd'hui, qui nous semble normale. Dès le titre, ainsi tu as cité Victor Emmanuel II, duc de Savoie et roi de Sardaigne, royaume qui au début de son règne ne compte que l'île de Sardaigne dont tu parles, et aussi le comté de Nice et une grande partie des terres autour de Turin, qui était d'ailleurs la capitale de ce royaume et où était né et habité Victor Emmanuel. Victor Emmanuel II, c'est le personnage central du Risorgimento, cette partie du 19e siècle qui voit l'unification des royaumes italiens en un seul. Ça fera d'ailleurs l'objet de notre petite histoire tout à l'heure, notez bien. Dès 1861, il sera proclamé roi d'Italie jusqu'à sa mort en 1878, où son fils Umberto I, Patozzi I, lui succède. Le second personnage de notre série des pères de l'Italie, c'est Camillo Benso, comte de Cavour. Turinois aussi, il est président du conseil du royaume de Sardaigne pendant tout le début du règne de Victor Emmanuel II. C'est à lui que l'Italie doit sa stratégie politique en vue de cette réunification. Et évidemment, je ne saurais arriver toujours à revenir à ton histoire. Pourquoi ? Puisqu'il était cousin avec la fameuse Virginia, duchesse de Castiglione, et c'est lui qui l'envoie aller user de ses charmes sur l'empereur Napoléon III pour arracher son soutien. Et l'entreprise, comme tu l'as dit, fut un succès déterminant pour la suite du Risorgimento. Le troisième personnage, c'est Giuseppe Mazzini. Alors c'est un premier ministre autrichien, Metternich, qui nous décrit le mieux ce personnage assez intrigant. J'ai dû lutter avec le plus grand des soldats, Napoléon. Je suis arrivé à mettre d'accord entre eux les empereurs, les rois et les papes. Personne ne m'a donné plus de tracas qu'un brigand italien, maigre, pâle, en haillons, mais éloquent comme la tempête, brûlant comme un apôtre, rusé comme un voleur, désinvolte comme un comédien, infatigable comme un amant, et celui-ci a pour nom Giuseppe Mazzini. Des 4, il était le penseur, le théoricien de cette réunification qu'il aurait voulu d'ailleurs républicaine. En politique italienne, il constitue une référence permanente, ce qui lui a valu d'être récupéré par toutes les tendances politiques, du fascisme à la résistance, en passant par les républicains, heureusement, puisque c'était sa famille à lui. Reste de lui, par exemple, cette phrase qui dit « La patrie est la maison de l'homme, non de l'esclave ». Et enfin, c'est le dernier qui va nous ramener en France. C'est peut-être celui dont le nom vous dira le plus quelque chose. Giuseppe Garibaldi. Né français à Nice sous le Premier Empire, il a personnellement conduit et combattu dans un grand nombre de campagnes militaires qui ont permis la construction de l'Italie unifiée. Il est surnommé le héros des deux mondes car il a entrepris aussi des excursions militaires en Amérique du Sud et en Europe, on vient de le dire. Ça lui vaut donc une notoriété considérable en Italie et dans le monde. En 1871, Garibaldi est élu député sur les listes de l'Union républicaine en France sans avoir été candidat. Il a été élu en Côte d'Or, à Paris, à Alger et à Nice. Rien que ça. À Paris même, il arrive en 4e position derrière Louis Blanc, Gambetta et Victor Hugo. Mais en raison de sa nationalité italienne, il doit décliner ses mandats avant même de se présenter à l'Assemblée nationale, mais il viendra quand même pour défendre la cause des hommes qu'il a commandés. Suite donc de l'histoire de ces 4 hommes tout à l'heure. Oh. Quel talent, Marco, quel talent. Voilà. Et sans déconner, hein, tout est vrai dans ce que je raconte. On te croit. On te croit. Non, mais sans déconner, hein, mais moi j'étais le premier répété quand c'est arrivé, franchement. Ah oui, tu m'étonnes. La baston et tout. À la baston, place publique, midi, sur le clocher, sur la place de la mairie, enfin franchement. C'est Roméo et Juliette ton truc. Ah ouais. Mais là. C'était mais n'importe quoi. À coup de bar, il y avait des mecs qui arrivaient, il y avait pas mal de pasteurs, il y avait des mecs avec des fourches, des barres de fer, vraiment putain. À l'ancienne. Et les carabiniers, moi, franchement, au bout d'un moment, les carabiniers sont arrivés, ils nous ont séparés et tout, et
Et puis on devait être emmerdé. Puis heureusement que Enrique, en l'occurrence un des cousins, était chez les carabiniers. Il nous a, mais sinon on allait finir au trou. Oh, putain. Enfin au trou. On se calme, mais on allait mal finir, quoi. On avait bien compris quel genre de trou, t'inquiète pas. Oui. Ah, bon, Amélie, cette histoire t'inspire? M'inspire non, je suis pas inspirée, par contre c'est marrant. Ouais, voilà. Bon alors. Ça a l'air. Non mais c'était sûr que ça allait terminer comme ça. Tu croyais quoi que... Bah attends, non, mais attends, ils ont quand même. Je me dis, toi, j'ai 16 ans, certes, ça reste des pécores dans leur campagne, ça, ma famille, je les adore. Mais quand même, de là, à te foutre sur la gueule, parce qu'en limite, tu vois, il se passe des choses comme ça. Enfin, je pensais pas du tout. Et en plus, je savais pas que c'était la meuf. Ça m'étonne pas beaucoup, moi. Hein. Ah oui, c'est surprenant. Ouais, tu m'étonnes. Excès d'optimisme. Sur le moment, effectivement, ça doit être surprenant, hein, en mode oh putain, voilà. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Ben voilà, belle histoire qui nous raconte une certaine Italie. La fille du village était voilà. Tout ça pour tester des choses. Ben dis donc, sacré Marco. Vraiment, tu voulais les problèmes toi aussi, hein, franchement. Ouais. Merci Marco.